2 dindes truffées, Garrigou? Oui, mon révérend. 2 dindes magnifiques, bourrées de truffes. J'en sais quelque chose puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant tellement elle était tendue. Jésus-Maria, moi qui aime tant les truffes, donne vite mon surplis, Garrigou. Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine? Toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des huppes, des gélinottes, des crottes de bruyère. La plume en volait partout. Puis, de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des grosses comment, les truites Garrigou. Grosses, comme ça, mon révérend. Énormes. Oh mon Dieu, il me semble que je les vois. As-tu mis le vin dans les burettes? Oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes. Mesdames, il ne faut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Allons, allons, mon enfant, gardons-nous du péché de gourmandise, hein, surtout la nuit de la nativité. Elle va bien vite allumer les cierges et sonner le premier coup de la messe, car voilà que minuit est proche et il ne faut pas nous mettre en retard. Cette conversation se tenait une nuit de Noël à l'an de grâce 1608 ans, entre le révérend Dom Balaguer, ancien prieur des Barnabites, présentement chapelain gagé des sires de Trinquelage, et son petit clerc Garrigou, ou du moins ce qu'il croyait être le petit clerc Garrigou. Car vous saurez que le diable, ce soir-là, a pris la face ronde et les traits indécis du jeune sacristain pour mieux induire le révérend père en tentation et lui faire commettre un épouvantable péché de gourmandise. Donc, pendant que Garrigou faisait sonner à tour de bras les cloches de la chapelle seigneuriale, le chapelain achevait de se vêtir dans la petite sacristie du château. Et l'esprit déjà troublé par toutes ces descriptions gastronomiques, il se répétait en finissant de se vêtir les carpes dorées, des frites grosses comme ça, des rôtis. La nuit dehors était claire, les étoiles vivaient de froid. La bise piquait et un fin grésil glissant sur les vêtements sales et mouillés gardait finalement la tradition des Noëls blancs de neige. Tout en haut de la côte, le château apparaissait comme le but. Avec sa masse énorme de tours, de pignons, le clocher de sa chapelle, montant dans le ciel bleu noir, une foule de petites lumières qui clignotaient, allaient, venaient, s'agitaient à toutes les fenêtres et ressemblaient sur le fond sombre du bâtiment aux étincelles brûlant dans les cendres du papier brûlé. Passé le pont-levis et la poterne, il fallait pour se rendre à la chapelle traverser la première cour, pleine de carrosses, de valets, de chaises à porteurs, toutes claires du feu des torches et de la flambée des cuisines. On entendait le tintement du tourne-broche, le fracas des casseroles, le choc des cristaux de l'argenterie renoués dans les apprêts d'un repas. Par là-dessus, une vapeur tiède qui sentait bon les chairs rôties et les herbes fortes des sauces compliquées faisait dire aux métayers comme au chapelet, comme aux baillis, comme à tout le monde, quel bon réveillon nous allons faire après la messe. Ding dong dong dong. C'est la messe de minuit qui commence. Dans la chapelle du château, une cathédrale en miniature aux arceaux entrecroisés, aux boiseries de chêne montant jusqu'à hauteur des murs, les tapisseries ont été tendues, tous les cierges allumés. Et que de monde, et que de toilettes. Voici d'abord, assis dans les stalles sculptées qui entourent le chœur, le sire de Trinquelage en habit de taffetas saumon, et près de lui tous les nobles seigneurs invités. En face, sur des prie-dieux garnis de velours, on prit place la vieille marquise douairière de sa robe de brocart couleur du feu,
et la jeune dame de trinquelage, coiffée d'une haute perruque de dentelle gaufrée à la dernière mode de la cour de France. Plus bas, vêtu de noir, avec de hautes perruques en pointe et des visages rasés, le bailli Thomas Arnoton et le tabellion maître Ambrois. Deux notes graves parmi les soies voyantes et les damas brochées. Puis viennent les grands majordomes, les pages, les piqueurs, les intendants, dames barbes, toutes ces clés pendues sur le côté à un clavier d'argent fin. Au fond, sur les bancs, c'est le bas-office, les servantes, les métayers avec leur famille. Et enfin, là-bas, tout contre la porte qu'ils en trouvent, et renferment discrètement messieurs les marmitons qui viennent entre deux sauces prendre un petit air de messe et apporter une odeur de réveillon dans l'église tout en fête et tiède de tant de cierges allumés. Est-ce que cette petite barrette blanche qui donne des distractions à l'officiant, ne serait-ce pas plutôt la sonnette de Garrigou, cette enragée petite sonnette qui s'agite au pied de l'autel avec une précipitation infernale et semble dire tout le temps « Dépêchons-nous, dépêchons-nous, plus tôt nous aurons fini, plus tôt nous serons à table ». Le fait est que chaque fois qu'elle teinte cette sonnette du diable, le chapelain oublie sa messe et ne pense plus qu'au réveillon. Il se figure les cuisiniers en rumeur. Les fourneaux où brûle le feu de forge, la buée qui monte des couvercles entr'ouverts, et dans cette buée de dinde, magnifique, bourrée, tendue, marbrée de truffes. Ou bien encore, il voit passer une file de pages, portant des plats enveloppés de vapeur tentante, et avec eux, il entre dans la grande salle déjà prête pour le festin. Oh, délice! Voilà l'immense table toute chargée, flamboyant, les faisant écartant, leurs ailes mordorées, les flacons de rubis, les pyramides de fruits éclatant parmi les branches vertes. Et ces merveilleux poissons dont parlait Garrigou. Garrigou, les poissons étalés sur un lit de fenouil, les cailles nacrées, comme s'ils sortaient de l'eau avec un bouquet d'herbes odorantes dans leurs narines de monstres. Si vive la vision de ces merveilles qu'il semble à Dom Balaguer que tous ces plats mirifiques sont servis devant lui sur les broderies d'un acte d'hôtel. Et 2 ou 3 fois, au lieu de Dominus vobiscum, il se surprend à dire le bénédicité. À part ces légères méprises, le digne homme débite son office très consciencieusement, sans penser une ligne, sans omettre une génuflexion. Et tout marche assez bien jusqu'à la fin de la première messe. Car vous savez que le jour de Noël, le même officiant doit célébrer 3 messes consécutives. Et d'une, se dit le chapelain avec un soupir de soulagement. Puis sans perdre de minute, il fait signe à son clerc, ou celui qui croit être son clerc, et dang, 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 dang. C'est la seconde messe qui commence, et avec elle commence aussi le péché de Dom Balaguer. Vite, vite, dépêchons-nous, lui crie de sa petite voix aigronnette la sonnette de Garrigou. Cette fois, le malheureux officiant, tout abandonné au démon de gourmandise, se rue sur le missel et dévore les pages avec l'avidité de son appétit en surexcitation. Frénétiquement, il se baisse, se relève, esquisse le signe de croix, les génuflexions, raccourcit tous ses gestes pour avoir plutôt fini. À peine s'il étend ses bras à l'évangile, s'il frappe sa poitrine au confiteor. Oncle Claire et lui, c'est à qui produira le plus vite. Verset, réponse, se précipite, se bouscule, les mots à moitié prononcés sans ouvrir la bouche, ce qui prendrait trop de temps s'achève dans le mur incompréhensible. Pareil, des vendangeurs foulant le raisin de la cuve, tous deux barbotent dans le latin de la messe, en envoyant des éclaboussures de tous les côtés. Discom de Balaguer, répond Garrigou. Et tout le temps, la petite dame sonnette est là, qui tente à leurs oreilles, comme ces gros lots qu'on met aux chevaux de poste pour faire galoper à la grande vitesse. Pensez qu'à ce train-là, une messe basse est vite expédiée. Et de deux, dit le chapelet,
tout essoufflé, puis ça prend le temps à respirer, rouge, suant, dégringole les majorelles et ding, 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 ding. C'est la troisième messe, il commence. Il a plus quelques pas avant de franchir la salle à manger. Mais dès là, sa mesure que le réveillon approche, l'infortuné Balaguer, sans son impatience accroître, sa vision s'accentue. Les carpes dorées, les dindes rôties, elles sont là, là, il les touche. Ah, ah, mon Dieu, les plats fument, les bras, les plats bombent. Et son grelot enragé, qui appelait son être, qui crie vite, 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 encore plus vite. Mais comment pourrait-il aller plus vite? Ses lèvres remuent à peine. Il ne prononce plus les mots, à moins de tricher le bon Dieu tout à fait et de lui escamoter sa messe. C'est ce qui fait le malheureux. De tentation en tentation, il commence par sauter un verset, puis deux, puis l'épître est trop long, il n'en finit pas, effleure l'évangile, passe devant le credo sans entrer, saute au pater, salue de loin la préface, et par bond et par élan se précipite dans la damnation éternelle, toujours suivi par l'infâme gargou. Va les rétro, Satanas, qui le seconde est merveilleuse intense, lui soulève sa chasuble, bouscule les pupitres, ramasse les burettes, tourne les feuillets deux par deux, et sans cesse secoue la sonnette de plus en plus fort et de plus en plus vite. Il faut voir la figure effarée que font tous les assistants, obligés de suivre à la mimique du prêtre cette messe dont ils n'entendent pas un mot. Les gens se lèvent quand les autres sont agenouillés, s'agenouillent quand les autres sont debout. Et tous les bancs de ce singulier office se confondent dans une foule d'attitudes diverses. L'étoile de Noël en route vers les tables dans le ciel là-bas pâlit d'épouvante devant cette confusion. L'abbé va trop vite. On ne peut pas suivre, murmura la vieille douairière en secouant sa coiffe avec égarement. Maître Arnauton, ses grandes lunettes d'acier, cherche dans son paroissien où diantre on peut bien être. Mais au fond, tous ces braves gens qui eux aussi pensent à réveillonner ne sont pas fâchés que la messe aille à ce train de poste.